et bon réveil, c'est le morning, merci d'être avec nous. Voici les titres. La crise des migrants, toujours à la une de l'actualité ce lundi, après une semaine particulièrement meurtrière. Et un nouveau naufrage en Libye cette nuit. Eh bien, le ton est en train de changer. Une réunion extraordinaire de l'Union européenne se tiendra le 14 septembre à Bruxelles. Manuel Valls a bouclé hier les travaux de l'université d'été du PS à La Rochelle. Il a tenté de réconcilier un parti en quête d'union, un parti plutôt impopulaire à 4 mois des régionales. Décryptage dans un instant. Toujours en France, cette première, une agence bancaire dédiée à la finance islamique a ouvert ses portes en région parisienne ce week-end. Nous rassure, compte ouvrir une vingtaine d'agences qui respecteront la charia. Au Liban, sous les ordures, la révolution, la crise des poubelles qui secoue le pays risque de faire tomber un gouvernement déjà au bord de l'implosion à Beyrouth. La colère gronde et le mouvement prend de l'ampleur. Enfin, cette bonne nouvelle pour l'Égypte avec la découverte du plus grand gisement de gaz naturel jamais trouvé en Méditerranée. Une poule aux œufs d'or pour le régime du président Al-Sisi confronté à une situation économique et sécuritaire difficile. Bienvenue à tous. L'Union européenne s'efforce donc toujours de trouver une réponse à la question des migrants dont le flux est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La semaine dernière a été marquée par plusieurs nouveaux drames, dont un nouveau naufrage cette nuit en Libye. Une réunion exceptionnelle se tiendra dans 2 semaines à Bruxelles. Léa Berdugo. Pour juguler la crise, les responsables européens tentent d'obtenir une réponse commune de l'UE. Les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques ont appelé à l'organisation d'une réunion d'urgence à Bruxelles. Les 3 ministres ont plaidé pour la mise en place de hotspots. Il s'agit de centres de tri destinés à faire la distinction entre réfugiés et migrants économiques clandestins. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, s'est dit scandalisé par l'attitude de certains pays de l'Est de l'Europe face à la crise des réfugiés. Il vise particulièrement la Hongrie et la création de son mur anti-migrants. Quand je vois un certain nombre de pays d'Europe qui n'acceptent pas ce qu'on appelle ces contingents, je trouve ça scandaleux. La Hongrie fait partie de l'Europe, l'Europe elle a des valeurs et on ne respecte pas ces valeurs en posant des grillages comme on ne ferait pas vis-à-vis d'animaux. Le pape François a également dénoncé la mort des 71 migrants découverts dans un camion. Il a demandé une coopération efficace contre des crimes qui offensent l'humanité entière. Nous remettons les âmes de chacun d'entre eux aux mains de Dieu et nous lui demandons de nous aider à coopérer de manière effective pour empêcher ce genre de crimes. Qui touche l'humanité dans son ensemble. Tous les responsables européens semblent d'accord sur la nécessité d'une politique coopérative. Les pays européens devront se réunir une nouvelle fois pour tenter d'apporter la meilleure réponse à cette crise meurtrière. Et cette question de l'immigration est, vous le savez, la principale préoccupation des Européens pour la première fois de l'histoire moderne. Au sein des sociétés civiles, le débat est agité et les élans de générosité plutôt rares dans une Europe confrontée au chômage et à la pauvreté. Maurice, vous nous en dites plus. Oui, effectivement, Barbara. Regardez ces Britanniques, par exemple, qui ce week-end ont fait un trajet Londres-Calais à bicyclette. Le but de ce voyage de plus de 100 km, afficher leur solidarité envers les migrants qui cherchent à se rendre au Royaume-Uni, mais aussi et très concrètement à les aider à retrouver leur liberté de se déplacer. Regardez. Ce n'est pas un voyage caritatif, nous n'essayons pas de sauver le monde, mais nous allons quand même leur laisser nos vélos pour pouvoir partager le pouvoir du vélo. Parce que quand vous avez un vélo, vous avez la maîtrise de vos déplacements et vous retrouvez un peu de liberté. C'est ça qu'on veut partager. Alors les initiatives comme celle-là sont vraiment peu nombreuses. La liberté de se déplacer est d'autant plus essentielle que les migrants livrés à des passeurs sans scrupules prennent des risques énormes. La tragédie des camions autrichiens a réveillé les consciences, notamment à Budapest. Les habitants se sont rassemblés en masse pour rendre hommage aux migrants retrouvés morts dans un camion sur une route autrichienne. Une tragédie qui réveille, vous allez voir, les consciences et les mémoires. Écoutez. De nombreuses personnes dans ma famille ont dû fuir la Hongrie à différentes périodes de l'histoire. Certaines sont revenues, d'autres pas, mais elles sont toutes restées en vie. C'est vraiment terrible ce qui est arrivé à toutes ces personnes qui sont mortes et j'espère que les autres arriveront au terme de leur voyage.
Voilà, en Allemagne, les initiatives se développent aussi très lentement. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Dresde, capitale de la Saxe, pour dire bienvenue aux réfugiés dans cet État régional théâtre d'incidents xénophobes. Écoutez Eva Mendel. Nous sommes ici car ce qui se passe en Allemagne et en particulier en Saxe est insupportable. De la haine contre des réfugiés qui viennent ici parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, parce qu'ils ont vécu la guerre. Je trouve que ça ne devrait pas se passer dans un pays riche. Enfin, il faut rappeler la situation en Grèce où des milliers de réfugiés syriens ont débarqué à Lesbos et sur d'autres îles paradisiaques. Des bénévoles et des vacanciers étaient là, seuls à les aider, comme en témoigne ce touriste français. C'est quand même incroyable que ce soit des touristes comme nous qui soyons obligés d'apporter cette aide. Nous le faisons volontiers, mais nous sommes très surpris de voir qu'aucune organisation dont c'est l'objet soit là et se préoccupe de ce qui se passe à Molivos, où des centaines et des centaines de migrants arrivent tous les jours. Voilà donc une solidarité bien marginale en Europe qui vient combler une hésitation des autorités face à la plus grande vague de personnes déplacées connue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Maurice, et vous venez de le dire, l'Europe peine donc à s'entendre sur une solution. Paris et Berlin souhaitent jouer la carte de la solidarité, mais les pays de l'Est y sont plutôt réticents. La Hongrie, on en parlait, annonce la fin de la construction de sa barrière anti-migrants, mais en tout, ce sont près de 3000 réfugiés qui ont franchi la frontière hongroise. Rien que ce week-end, la pression reste donc forte sur ce pays d'Europe, alors que semblent se développer des filières clandestines d'acheminement en Europe de l'Ouest depuis la Hongrie. Julia Ganantia. Après le choc, c'est la traque des responsables. Un ressortissant bulgare a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche en Hongrie. Il est le 5e homme suspecté d'être impliqué dans l'affaire du camion retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute en Autriche avec à son bord 71 migrants morts. Les autres suspects sont 3 Bulgares et un Afghan. Ils sont soupçonnés d'être les petites mains d'un gang de trafic d'êtres humains. Ils ont été déférés devant la justice hongroise. Le bureau du procureur du tribunal de Kecskemét a demandé à la Cour de placer les détenus en détention. Ils sont suspectés d'avoir illégalement transporté les 71 migrants de la Hongrie à l'Autriche. Un autre drame a été évité de justesse samedi. La police autrichienne a intercepté un nouveau camion dans l'ouest du pays. À bord, 26 migrants. Le camion a été pris en chasse lorsque son chauffeur a refusé de s'arrêter à un contrôle de routine à proximité de la frontière allemande. Le chauffeur, un Roumain de 29 ans, est finalement arrêté. Vendredi vers 4 h du matin, alors que 2 officiers étaient en patrouille, un d'eux a vu un petit camion avec une plaque d'immatriculation espagnole et a décidé de l'inspecter. Ce van était conduit par un Roumain de 29 ans qui ne s'est pas arrêté. Il a continué à conduire. Puis, quelques kilomètres plus loin, il a fini par s'arrêter. La police a fouillé le camion pour trouver 26 personnes entassées à l'arrière. La plupart de ces gens venaient de Syrie, d'Afghanistan et du Bangladesh. Et parmi les 26, il y avait des femmes et des enfants. C'est derrière les murs de cet hôpital autrichien que les migrants sont actuellement soignés. Parmi eux, 3 jeunes enfants retrouvés en état de déshydratation et qui sont aujourd'hui dans un état stable. Les enfants voyageaient plus de 20 jours avant d'être retrouvés par la police dans un van près de Brno. En raison du manque de nourriture et d'eau potable, ils étaient déshydratés. Nous les avons pris avec nous, nous les avons réhydratés par perfusion dans la soirée. Leur état s'est suffisamment stabilisé pour qu'ils puissent prendre la décision de quitter l'hôpital. Le camion de la mort a eu beau faire les gros titres des médias du monde entier. Cela n'a pas tari le flot de migrants qui affluent vers l'Europe. En Hongrie, malgré la clôture en barbelé, les réfugiés continuent d'arriver massivement par la frontière serbo-hongroise. Ils étaient 2700 samedi. Et en France, sachez que Manuel Valls se rendra à Calais aujourd'hui pour marquer son engagement à trouver une solution aux infiltrations clandestines sous la Manche. Hier, le Premier ministre s'est attardé sur cette question des migrants lors de son discours de clôture de l'université du PS. Mais pas seulement. À La Rochelle, il a tenté de boucler les travaux d'un parti en quête d'union. Océane Nicole. Agir avec constance, humanité et volontarisme, ce sont les 3 mots qu'il faut retenir de son discours. Manuel Valls aura donc mobilisé toute son énergie pour convaincre les militants.
mouille la chemise, comme on dit. Au centre des discussions, la question des migrants qui préoccupent l'espace Schengen depuis des semaines. Manuel Valls a assuré que la gauche avait le devoir de trouver des réponses durables. Ceux qui fuient les guerres, les persécutions, la torture, les dictatures doivent être accueillis. C'est un principe universel qui fonde l'humanité. Et donc, chaque demande d'asile doit être examinée et rapidement. Sur le plan économique, avec les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur le temps de travail, Manuel Valls rétorque une nouvelle fois son ministre de l'économie et affirme que le débat est clos. Le Premier ministre a cependant appelé à revoir en profondeur la réglementation du droit de travail. Nous devons donner plus de latitude aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants pour décider eux-mêmes de leur politique de formation, d'organisation du travail, d'insertion des jeunes par des négociations au plus près de leurs besoins. Le chômage a été également survolé par Manuel Valls. Il s'est félicité de la légère croissance économique de la France. C'est ainsi que la gauche fera baisser l'inactivité, a-t-il dit. Le travail est cependant loin d'être fini au vu des incertitudes de la crise financière asiatique. Sujet incontournable, la menace d'attentat. Manuel Valls a réaffirmé que la lutte contre le terrorisme et les filières djihadistes était la priorité du gouvernement, appelant les Français à être unis, avec pour référence la marche républicaine du 11 janvier dernier. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois condamné l'antisémitisme, affirmant que c'était le combat de sa vie. Manuel Valls refuse que les Juifs de France puissent avoir peur et n'accepte pas que les musulmans soient stigmatisés. Misant sur l'assurance du gouvernement, le Premier ministre français a, semble-t-il, séduit les militants de gauche qui n'ont cessé d'applaudir. Et à l'occasion de cette université d'été, on s'arrête avec vous, Dror, ce matin, sur la confiance des Français en le Parti socialiste, avec tout d'abord ce chiffre, 24% seulement des Français estiment que les dirigeants socialistes sont de qualité. Oui, plutôt le manque de confiance, donc en l'occurrence les Français vis-à-vis du Parti socialiste, c'est pas vraiment nouveau, mais on a la confirmation que c'est vraiment un parti en décalage par rapport aux attentes des Français. On va le voir avec ce premier sondage qui montre effectivement à quel point peu de Français font confiance au parti au pouvoir, voilà. Donc, d'après ce sondage Ouest France paru hier, pour 27% des Français, 27% seulement, le PS est proche de leurs préoccupations. Pour 27% là encore des Français, il a un projet pour le pays. Et pour 24%, encore moins, c'est vraiment peu. Eh bien, pour 24% des Français, le PS a des dirigeants de qualité. Le parti au pouvoir a de quoi s'inquiéter. Et sur les grandes questions qui préoccupent aujourd'hui les Français, on a parlé tout à l'heure de la crise des migrants, sur la question de la crise européenne, la question, les conséquences de la crise grecque. On a l'impression que le PS n'est pas vraiment à la hauteur et qu'il y a un décalage surtout entre le discours du Parti socialiste avec des références constantes aux valeurs de gauche ou aux valeurs républicaines et puis une pratique du pouvoir qui finalement n'est pas si éloignée que ça de celle de la droite, parce que qu'est-ce qui différencie d'un point de vue économique aujourd'hui la politique menée, la fameuse politique de l'offre menée par le gouvernement Valls d'une politique qui serait d'inspiration libérale. Donc on a l'impression que le PS ne se distingue pas et les Français lui reprochent un petit peu. Voilà, notamment on a beaucoup parlé des déclarations d'Emmanuel Macron sur les 35 heures lors de cette université d'été, les problèmes économiques. Emmanuel Macron justement, qui était absent aux universités d'été de La Rochelle alors qu'il était présent au congrès du MEDEF. Évidemment. Alors ces problèmes économiques justement, c'est là-dessus que les Français attendent le PS. C'est à cause de ces questions économiques que les Français sont déçus ? En grande partie, on va le voir dans un deuxième sondage, ou plutôt dans la deuxième partie du sondage qui a été publié par nos confrères de Ouest France, où là aussi les chiffres sont très clairs. Sur le PS devrait faire des propositions selon les Français sur le chômage pour 65% des personnes interrogées, sur la dette et le déficit pour 36%, la lutte contre la pauvreté pour 26%, la lutte contre la délinquance pour 23%, et en queue de classement pour la protection de l'environnement, les questions sociétales, la protection de l'environnement pour seulement 10% des Français. Le PS devrait faire des propositions sur la défense des services publics pour seulement 9% des Français, et sur l'intégration des immigrés, on y revient, pour seulement 8% des Français. Donc le PS est attendu sur les questions économiques beaucoup plus que sur les questions sociétales. Or, le PS s'occupe au pouvoir beaucoup plus de questions sociétales que de questions économiques. Qui a été la personnalité la plus applaudie aux universités d'été de La Rochelle ? Christiane Taubira, qui est associée au mariage pour tous.
Très rapidement, pour conclure, la crise de confiance entre les Français et la gauche n'est pas spécifique à la France, c'est le cas un peu partout en Europe. Effectivement, bon. À la social-démocratie européenne est en crise. Elle est dépassée sur sa gauche, en fait, en Grèce. Bon, la Grèce est un scénario un peu particulier, mais en Espagne également avec Podemos. Et puis en Grande-Bretagne, le phénomène Jeremy Corbyn, qui lui est un marxiste et qui a le vent en poupe dans les primaires pour les élections à la présidence du Parti travailliste britannique. Tout cela prouve que la vieille social-démocratie, le centre-gauche européen, est en crise identitaire très profonde. Merci beaucoup, Andra. Et on fait le point à présent sur cette affaire de chantage présumé contre le roi du Maroc. 3 millions d'euros réclamés par 2 journalistes français contre la non-publication d'un livre. Betsabé, Éric Laurent et Catherine Gracier ont été mis en examen ce samedi pour chantage et extorsion de fonds. Exactement. Et il crie au traquenard. Toute l'histoire repose sur ces enregistrements dont l'existence a été révélée par le JDD, pour qui cette histoire a tout l'air d'un mauvais polar. Alors, un bon même. Pourquoi pas, Barbara? Alors, premier enregistrement, on rappelle, la scène se déroule le 11 août dernier au Royal Monceau, donc palace parisien. Je veux 3, déclare Éric Laurent, 68 ans, à l'avocat du roi Mohamed VI. 3, et ce sera 3 millions d'euros pour ne pas révéler d'informations dérangeantes. Alors, preuve sans doute qu'Éric Laurent ne baratine pas, eh bien, il a déjà co-signé avec sa consoeur, sa jeune consoeur Catherine Gracier, Le Roi Prédateur. C'est un livre d'enquête à charge contre Mohamed VI, publié au Seuil, c'était il y a 3 ans. Or, une suite serait prévue en 2016. Alors après ce premier enregistrement, le roi du Maroc porte plainte et c'est du coup sur la surveillance de la police que se déroule le deuxième enregistrement. L'avocat qui est à nouveau présent alors fait mine de ne pas comprendre. Il veut résumer la situation. Résultat, des enregistrements accablants. D'ailleurs, les 2 journalistes ont été mis, on le rappelle, en examen ce samedi pour chantage et extorsion de fonds. Les 2 journalistes qui ont commencé d'ailleurs à avoir des doutes, mais c'est arrivé trop tard. Exactement, un peu trop tard. Nous sommes alors à la 3e rencontre, quand ils demandent non seulement de changer de rendez-vous pour se rencontrer, mais aussi de changer d'endroit et aussi à l'avocat présent de ranger son portable qui était posé sur la table. Et c'est lors de ce rendez-vous qu'Éric Laurent et Catherine Gracier, qui est présente alors pour la première fois, reçoivent chacun 40 000 euros en coupure de 100 euros. Et c'est à la sortie de cette réunion que les 2 journalistes sont interpellés. Alors la défense des accusés, elle dit quoi? Alors le conseil de Catherine Gracier évoque une opération politique, je cite, de rabat contre les 2 journalistes dont l'enquête serait de nature à révéler de lourds secrets. Quant à Éric Laurent, eh bien, il a publié, il se défend dans une longue interview au Monde publiée hier. Il explique que c'est l'entourage de Mohamed VI, attention, qui lui a proposé de l'argent pour ne pas publier son livre. Comprenez, il n'y avait pas de volonté de faire chanter Mohamed VI. Il confie lui-même, c'était une tentation et non pas un chantage. Pour avouer plus loin qu'on l'avait surtout piégé. On attend plus d'éclairage dans les jours à venir. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Betsabé. Autre info à retenir ce matin, 4 mois après sa conquête par les djihadistes, eh bien la ville syrienne de Palmyre voit à nouveau un de ses joyaux disparaître. Le groupe État islamique a détruit une partie du temple de Baal, un des monuments romains emblématiques de la ville. Il était classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le I qui annonce également vouloir frapper sa propre monnaie pour supprimer le dollar de son territoire. Cette monnaie s'appellera le dinar or et vient conforter les rêves de Daesh d'apparaître comme un État. Léa Volbert. Lentement, les promesses de Aboubacar al-Baghdadi se concrétisent. En novembre 2014, le calife autoproclamé de Daesh projetait une monnaie pour l'État islamique. C'est désormais chose faite. 1 an et 2 mois après la proclamation du califat, le dinar islamique entre en circulation en lieu et place de la livre syrienne et du dinar irakien. Frappé du symbole de l'épi d'or mentionné dans le Coran et d'une inscription en arabe, l'État islamique, un califat fondé sur la doctrine du prophète. Contrairement aux billets en papier, les pièces d'or, d'argent et de bronze ont une réelle valeur sur le marché. Un dinar d'or s'échange 139 $ et un dirham d'argent équivaut à 1 $. Les premières photos des pièces ont été partagées sur des réseaux sociaux par des militants djihadistes. Dans un communiqué daté de novembre 2014, Aboubacar al-Baghdadi disait vouloir s'affranchir du système monétaire tyrannique qui a conduit au mercantilisme et à l'oppression des musulmans en restaurant les unités monétaires en vigueur dans les premiers califats. Allusion au règne du dollar dont l'État islamique cherche à s'affranchir.
Cette première en France à présent, une agence bancaire dédiée à la finance islamique vient d'ouvrir ses portes en région parisienne. Nous rassure, start-up jusqu'ici présente sur le web, compte ouvrir en tout une vingtaine d'agences qui respecteront donc la charia. Myriam, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit avant tout d'une agence bancaire spécialisée en finance islamique. Alors pour la finance islamique, rien de neuf, le concept date de 1975 et puis les fonds aujourd'hui spécialisés en finance islamique sont légion, tant pour les banques islamiques que pour les banques conventionnelles qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce principe d'une agence de terrain pour les particuliers, eh bien, elle est relativement nouvelle. Et puis l'ambition, oui, effectivement, elle est affichée. Une vingtaine d'agences pour 2016, c'est l'objectif affiché. Alors les principes, ce sont les mêmes toujours que pour cette finance islamique. Interdiction de la spéculation, non pour le recours aux taux d'intérêt qui sont assimilés à l'usure, pas d'investissement nuisible, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool, de l'arme ou des jeux. Et puis le principe essentiel, c'est un petit peu de moraliser cette finance occidentale, davantage d'éthique, ce qui accorde d'ailleurs à cette finance islamique énormément de crédit, même si d'un autre côté le nombre de produits proposés sont évidemment moindres. Alors aujourd'hui pour cette agence Nourazour spécifiquement, on parle relativement d'un petit capital, quoique accumulant en très peu d'années d'existence. Sur ces 3 dernières années, on parle de 7 millions d'euros d'épargne connectée, 3000 clients, 95% de particuliers, et c'est bien là ce qui est nouveau, il s'agit un petit peu de la popularisation de cette finance islamique pour les particuliers. Alors, vous l'avez dit ces dernières années, de manière générale, la finance islamique connaît une ascension fulgurante. Alors oui, sans aucun doute. Et puis le Fonds monétaire international a été le premier à le relever. Au cours des 10 dernières années, on a eu une progression moyenne de 16% par an pour la finance islamique. 16%, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les avoirs des banques islamiques se sont multipliés presque par 9. En 2013, on parle de 800 milliards de dollars d'avoirs. Pour 2020, le Fonds monétaire international fait une approximation de 4000 milliards de dollars. Alors, qui détient aujourd'hui ces avoirs des banques islamiques? Eh bien, c'est à 40% l'Iran, et puis ensuite à 12% l'Arabie Saoudite, à 10% la Malaisie, parce que 60% de ces banques sont aujourd'hui situées dans le Golfe Persique. Alors oui, elles visent essentiellement 1,6 milliard de musulmans dispersés sur le globe, mais aujourd'hui plus personne ne veut échapper à cette manne. D'abord, ces banques islamiques qui veulent se diriger vers un ensemble de publics, et puis les banques conventionnelles. On parle du Crédit Agricole, de BNP Paribas, de la Société Générale ou encore de Goldman Sachs, qui elles aussi aujourd'hui disposent de fonds islamiques. Une petite révolution en cours. Merci beaucoup, Myriam Danan. Direction le Liban. Sous les ordures, la révolution, la crise des déchets qui secoue le pays risque de faire tomber un gouvernement déjà au bord de l'implosion. À Beyrouth, la colère gronde et le mouvement prend de l'ampleur. Maxime Pérez. Beyrouth n'avait pas connu une telle effervescence depuis les grandes manifestations de mars 2005. 10 ans plus tard, ce n'est plus l'occupation syrienne qui pousse les Libanais dans la rue, mais le blocage de leurs institutions politiques. Samedi après-midi, des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers la place des Martyrs. Derrière leur colère face à la crise des déchets qui persiste, beaucoup ont tenu à exprimer leur ras-le-bol d'une classe politique qu'ils jugent corrompue et incompétente. Nous sommes ici aujourd'hui car ça fait un bout de temps que l'on proteste, car on en a marre de faire les frais de tous ces mépris et de ces échecs. Nous voulons simplement faire valoir nos droits en tant que peuple. Peut-on concevoir d'être victime d'une crise de déchets? Dans quel pays ce genre de choses se passe-t-il? Nous n'avons ni eau ni électricité. Cette manifestation nous donne de l'espoir. Nous avons tous l'espoir de construire un nouveau pays. En début de soirée, ce rassemblement pacifique a laissé place à un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre. Certains manifestants ont tenté de défaire les barricades, des rouleaux de barbelés pour protéger l'accès au Grand Sérail, le siège du gouvernement. Finalement, les échauffourées ont été maîtrisées. Bilan, une dizaine d'arrestations. Au même moment, à Londres, dans le quartier de Marble Arch, des centaines de ressortissants libanais ont tenu à se solidariser des manifestations antigouvernementales. Nous voulons rentrer au Liban, mais nous avons besoin d'être traités décemment, d'être gouvernés de manière responsable. Nous avons besoin de gens qui nous gouvernent depuis le Liban et pas à l'extérieur du pays. Au Liban, la plupart des formations politiques ont apporté leur soutien aux manifestations, y compris le Hezbollah, qui est pourtant l'un des grands artisans du blocage institutionnel. Son partenaire du courant patriotique libre, Michel Aoun, s'est pourtant démarqué des critiques de la rue, estimant que tous les Libanais avaient une part de responsabilité dans la crise actuelle. L'ancien général fait partie de ces voix qui appellent désormais à la tenue d'élections présidentielles dans les plus brefs délais.
Cyril, est-ce qu'on peut dire que ce mouvement de protestation connaît une ampleur sans précédent? Sans précédent, la place des Martyrs Barbara n'avait pas connu une telle marée humaine depuis la fin de la guerre civile en 90. Samedi, c'était le samedi du peuple, pour reprendre la une d'un célèbre quotidien libanais. Des milliers de citoyens qui sont réunis, donc qu'on voit sur ces images, samedi pour exprimer leur ras-de-bol, comme Mariam ou Inaya, que je vous propose tout de suite d'écouter. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis tellement en colère que je ne pouvais pas rester chez moi. Je suis venue écouter la colère des autres. Il ne faut pas critiquer et rester sans rien faire. Ma voix pourrait au moins atteindre un politicien qui abuse du pouvoir. Nous en avons assez des coupures d'électricité, des pénuries d'eau, des problèmes d'ordures, de l'odeur, c'est insupportable. Et nos enfants vont et viennent à l'hôpital. Alors on le voit, ça a démarré comme une manifestation citoyenne contre ces ordures dans les rues, mais une manifestation qui prend des allures de plus en plus politiques. Oui, politique, mais pas partisane, parce que ce qui est intéressant de noter, Barbara, c'est que c'est une manifestation sans étiquette politique, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, notamment en 2005, quand les Libanais sont descendus dans la rue pour demander le départ des Syriens. Et c'est une manifestation qui transcende les grands clivages traditionnels de la société libanaise, notamment ces deux coalitions qui s'affrontent, on le sait, au sein du Parlement, celle du 8 mars, pro-syrienne, emmenée par le Hezbollah chiite, et en face de cette coalition du 8 mars, celle du 14 mars, qui est dirigée par Saad Hariri, l'ancien Premier ministre libanais, qui lui est soutenu par l'Arabie Saoudite et par les États-Unis. Alors vous avez raison de le préciser, c'est une manifestation qui devient de plus en plus politique. D'ailleurs, samedi, l'un des organisateurs a même lancé un ultimatum au gouvernement, un ultimatum de 72 heures, qui expirera donc mardi soir, dans lequel il a détaillé ses exigences: démission du ministre de l'Environnement, Mohamed Machnou, qui est d'ailleurs un ministre du Hezbollah, chiite libanais. Deuxièmement, transfert de la collecte des déchets aux municipalités, jugement des responsables des violences du week-end dernier qui avait fait plus de 70 blessés, on s'en rappelle. Et enfin, la tenue d'élections législatives et présidentielles, car on sait que la vie politique libanaise est dans une impasse très grave. Paralysée depuis plusieurs mois. Alors justement, comment réagissent les politiques à ces manifestations? Alors vous savez, Barbara, on a coutume de dire que la politique, c'est l'art du possible. Eh bien, la seule chose qui soit possible aujourd'hui pour les hommes politiques libanais, c'est tout simplement d'accompagner le mouvement, d'accompagner la grogne, de même de le saluer, ça peut être très étonnant, mais de saluer ce mouvement. La classe politique, toute tendance confondue, a accueilli très favorablement ce mouvement, l'accompagner, faute de pouvoir faire plus, parce que, comme je l'ai dit, il y a une paralysie de la vie politique au Liban. Ça fait 18 mois qu'il y a un gouvernement d'entente à Beyrouth entre ces deux coalitions, justement, et le cabinet Tamam Salal est bien incapable de prendre une quelconque décision. Donc c'est une affaire à suivre qui pourrait dégénérer, et les organisateurs ont même menacé d'une certaine escalade si leur ultimatum n'était pas respecté. Qui risque de se radicaliser. Merci beaucoup, Cyril. Allez, on va se quitter pour un nouveau point sur l'actu. Juste après, 73 ans après les faits, pour la première fois de l'histoire, la famille royale de Monaco présente ses excuses pour le rôle joué par la principauté dans la déportation des Juifs pendant la Shoah. Juste après, un nouveau journal, on en parle, un journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on poursuit par cette bonne nouvelle pour l'Égypte, avec la découverte du plus grand gisement de gaz naturel jamais trouvé en Méditerranée. Une poule aux œufs d'or pour le régime du président Al-Sisi, confronté à une situation économique et sécuritaire difficile. Explication, Océane Nicole. Une découverte qui risque de faire des envieux. Le ministère égyptien du pétrole l'a confirmé ce dimanche, la découverte du plus grand gisement de gaz naturel. Il pourrait s'agir du plus important en Égypte et en Méditerranée. C'est le groupe italien de l'énergie Eni qui a fait cette découverte au large des côtes égyptiennes. Selon eux, le puits se situerait à une profondeur de 1450 mètres. Le gisement pourrait lui représenter un potentiel de 850 milliards de mètres cubes sur plus de 100 km². Le groupe italien a annoncé que le nouveau gisement serait 40 fois plus grand que la superficie du Léviathan en Israël, qui était jusqu'alors considéré comme le plus grand de la région.
Une découverte qui pourrait être majeure pour l'Égypte. Dans son communiqué, le ministère a annoncé en effet que ce gisement de gaz va aider à couvrir les besoins en gaz naturel du pays durant plusieurs décennies. Le groupe italien va même plus loin en déclarant que cette découverte pourrait également devenir l'une des plus grandes de gaz naturel du monde. Le président égyptien Al-Sisi a rencontré ce week-end le directeur d'Eni pour parler de cette importante découverte. Le groupe italien a également ajouté qu'il détiendrait tous les droits d'exploitation sur la zone. Alors Cyril, on tente de comprendre cette découverte avec vous. D'abord quelques mots sur les faits. Oui, le géant italien de l'énergie, Eni, a annoncé donc hier avoir fait la découverte du plus grand gisement de gaz dans les eaux égyptiennes. En 2020, c'est le temps nécessaire à l'exploitation, au développement de ce gisement. Tenez-vous bien Barbara, ce champ gazier pourra produire près de 850 milliards de mètres cubes. C'est énorme pour le président directeur général du groupe italien, Claudio Descalzi. L'Égypte pourrait même devenir l'une des plus grandes réserves de gaz naturel, non seulement en Méditerranée, mais au monde, peut-être même plus grande que le North Stream, exploité par l'Iran et par le Qatar dans le Golfe Persique. C'est dire si la découverte est de taille. Voilà, une surprise de taille et une excellente nouvelle pour le président Al-Sisi. C'est une aubaine pour le chef d'État égyptien dans un contexte, on le sait, sécuritaire et économique particulièrement difficile. Pourquoi ? Bien parce que d'abord, ces ressources naturelles vont sans doute permettre à l'Égypte d'être indépendante sur le plan énergétique et ce, pour plusieurs décennies. Secondo, elle devrait également, et c'est ce que cherche le président Abdel Fattah al-Sisi depuis son accession au pouvoir, à encourager les investisseurs étrangers, internationaux à revenir en Égypte, qui l'avaient déserté donc après la Révolution. Et puis, 3 semaines seulement après la découverte l'inauguration du nouveau canal de Suez, qui lui aussi, on le sait, constituera une manne économique importante pour l'Égypte, Al-Sisi peut enfin tenir sa promesse faite aux Égyptiens, celle de relancer l'économie. Et on sait à quel point c'est important pour une économie qui connaît de très très grandes difficultés avec un taux de chômage très important. En revanche, le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est une moins bonne nouvelle pour Israël, cette découverte. Oui, pourquoi ? Parce qu'en 2009, une autre découverte avait été faite, cette fois-ci au large des côtes israéliennes, 2 grands champs gaziers, Tamar et Léviathan. Léviathan qui n'est pas encore exploité, mais qui était jusqu'à hier en tout cas le plus grand gisement de gaz de la région et qui devait paradoxalement permettre à l'Hébreu de fournir l'Égypte en gaz alors qu'Israël a longtemps été dépendant du gaz égyptien. Or, le gisement découvert hier est de 40% plus important que le gisement israélien. Donc les perspectives d'exportation israélienne vont devoir être revues à la baisse. Mais attention Barbara, il faudra quand même attendre pour voir. Pourquoi ? Parce que c'est une chose de découvrir un champ gazier, mais c'en est une autre de savoir l'exploiter. Et c'est sur le point de l'exploitation des infrastructures que la concurrence devrait se jouer. Merci beaucoup Cyril. Et toujours en Égypte, cette décision de justice qui fait un tollé international, un tribunal du pays a condamné hier à 3 ans de prison ferme 3 journalistes d'Al Jazeera. La chaîne qatari a annoncé qu'elle va faire appel. Léa Volbert. Dernier recours, le journaliste australien Peter Grist demande grâce au président Al-Sisi. Il fait partie des 3 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera, condamnés samedi à 3 ans de prison ferme. Avec lui, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed. Ils ont été reconnus coupables par un tribunal du Caire d'avoir divulgué de fausses informations et travaillé sans autorisation. Il est clair pour le tribunal que, premièrement, les accusés ne sont pas journalistes, ils ne sont pas sur la liste du syndicat des journalistes ou du service d'information de l'État. Et deuxièmement, ils étaient en possession d'équipements télévisuels sans autorisation. Ils sont également accusés d'avoir ouvertement pris parti pour les frères musulmans, alors qu'Al-Sisi mène une guerre sans merci contre les partisans de l'ancien régime. Les journalistes et leur défense accusent une manipulation politique. Al Jazeera envisage de faire appel devant la Cour de cassation pour faire annuler la décision de justice. Ils ont passé environ 1 an en prison, subissant un tourment psychologique, parfois en confinement. Ce tourment continue. Le verdict d'aujourd'hui est une nouvelle attaque délibérée contre la liberté de la presse. C'est un jour noir pour la justice égyptienne. Peter Grist a été jugé par contumace après avoir été expulsé d'Égypte plus tôt dans l'année. Mohamed Fahmy et Baher Mohamed ont quant à eux été incarcérés à la suite du procès. Le Canada exige la libération immédiate et sans condition de son ressortissant, qui a récemment demandé à renoncer à la nationalité égyptienne pour pouvoir être expulsé dans son pays. Mais l'Égypte n'accepte aucune ingérence. Le Caire a annoncé ce dimanche avoir convoqué l'ambassadeur de Grande-Bretagne suite à des critiques sur la décision de justice.
Selon le syndicat de journalistes CPJ, au moins 18 journalistes accusés de soutenir les frères musulmans sont actuellement derrière les barreaux. Et puis en politique, toujours concernant l'Égypte, à noter que plus de 2 ans après la destitution du président Morsi, eh bien des élections législatives vont être organisées entre le 17 octobre et le 2 décembre. Le président Al-Sisi avait promis ces élections pour début 2014, mais l'annonce de la date avait été plusieurs fois reportée. Direction la Chine, qui déploie depuis plusieurs semaines des efforts considérables pour promouvoir son rôle dans le sauvetage des Juifs pendant la Shoah. La ville de Shanghai a fourni un refuge, un dernier recours à des dizaines de milliers de Juifs européens dans les années 30 et 40. Le récit signé Joseph Emmanuel. La Chine s'apprête à fêter les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'Empire du Milieu compte bien faire connaître au monde son geste envers le peuple juif. Nous sommes en 1933. Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Plus de 20 000 réfugiés juifs débarquent en Chine, précisément dans la ville de Shanghai. Ils s'installent dans la zone la plus pauvre et la plus peuplée de la ville. Très vite, ils prennent leur marque. Beaucoup parmi eux sont médecins ou chirurgiens, offrant subitement aux Chinois de Shanghai une médecine inconnue et très appréciée. Certains Chinois vont jusqu'à parler d'un cadeau d'Hitler fait à l'Extrême-Orient. En 1937, le Japon occupe la Chine. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour la jeune communauté juive. La conquête de Shanghai est précédée par plusieurs mois de combats. Une période durant laquelle les rabbins de la ville qualifient la situation des Juifs de désespérée. Le Japon est l'allié d'Hitler, les Juifs n'ont alors aucune idée de ce qui les attend et mettent en place une unité d'autoprotection. Mais paradoxalement, c'est sous l'occupation japonaise que Shanghai devient une ville ouverte. Ils sont alors des milliers d'autres Juifs à venir. La plupart n'ont pas obtenu les visas nécessaires pour quitter l'Europe. Ho Fengshan, le consul général chinois à Vienne, émet plusieurs milliers de visas. Il sera surnommé à l'issue de la guerre le Schindler chinois. La vie juive continue à Shanghai durant les années de guerre. Un quotidien juif est même créé. Beaucoup prévoient aux Juifs de Chine un grand avenir, les poussant à rester quand la guerre prendra fin. Mais l'inquiétude revient quand en 1943, et sous l'injonction des Allemands, les Japonais parquent les Juifs dans une petite section de la ville, ce qu'on appellera le ghetto de Shanghai. Surpeuplé, insalubre, le typhus et la famine s'y enracinent. Certains estiment que la moitié de la population juive a survécu grâce aux dons d'organisations juives américaines. 1945, le Japon est défait, la guerre prend fin et des milliers de Juifs quittent alors Shanghai. Certains retournent en Allemagne pour tenter de récupérer leurs propriétés. La plupart rejoignent la Palestine mandataire. 70 ans après leur départ, les quelques Juifs encore en vie qui habitèrent Shanghai se souviennent des Chinois comme des personnes douces et respectueuses, quand leurs voisins chinois disent se souvenir d'une population juive calme et douée, une population que l'histoire a nommée les Juifs de Shanghai. Voilà pour cette histoire. Et toujours concernant la Shoah, sachez que le prince Albert II de Monaco a présenté ses excuses ce jeudi pour le rôle joué par la principauté dans la déportation de Juifs. Le dire aujourd'hui, c'est reconnaître un fait. Le dire aujourd'hui devant vous, c'est demander pardon, a déclaré le prince. Aux côtés de Serge et Beat Klarsfeld, Albert II a dévoilé un monument sur lequel sont inscrits les noms des 90 Juifs déportés depuis Monaco pendant la guerre. Seuls 9 d'entre eux ont survécu. Voilà pour ces images de cette cérémonie jeudi dernier à Monaco. Maurice, vous nous expliquez ce matin pourquoi la famille royale de Monaco a attendu 73 ans pour demander pardon aux Juifs déportés pendant la Shoah. D'abord un mot de ce geste d'Albert II et de cette cérémonie. Écoutez, il s'agit d'un geste de repentance sans précédent. Le prince Albert a reconnu les torts de Monaco dans la Shoah et demandé pardon pour le rôle joué par la principauté dans la déportation des Juifs. On l'écoute tout de suite. Nous avons commis l'irréparable en remettant à l'administration voisine des femmes, des hommes et un enfant qui s'étaient réfugiés chez nous pour fuir les persécutions dont ils étaient victimes en France. Nous n'avons pas su les protéger alors que c'était notre responsabilité.
En détresse, ils étaient précisément venus s'abriter chez nous, pensant y trouver une neutralité bienveillante. Le dire aujourd'hui, c'est reconnaître un fait. Le dire aujourd'hui, en ce jour et devant vous, c'est demander pardon. Voilà, alors vous m'avez demandé pourquoi ça a pris autant de temps. Ben, tout simplement parce qu'il s'agit de l'aboutissement d'une longue démarche initiée par le prince Régnier III en 1993, une initiative qui a été menée par Serge Klaffert pour mettre au clair le destin des Juifs réfugiés à Monaco pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Albert a poursuivi ses efforts en créant en 2006 une commission d'assistance aux victimes de spoliation. Puis en 2011 a été mis en place un groupe d'experts chargé de faire la lumière sur les faits survenus à Monaco entre 1942 et 1944. Le rapport d'expertise a été remis en février dernier, après 3 ans de travail. Alors justement, quelles sont, en quelques mots, les conclusions de ce rapport ? Alors on sait aujourd'hui que dans la nuit du 27 au 28 août 1942, 66 Juifs ont été arrêtés par la police de Monaco, et il faut souligner que c'est bien la police de Monaco, sous l'ordre de Vichy et par l'intermédiaire du consul général de France. Alors il y avait des Juifs polonais, tchèques, autrichiens ou belges venus trouver refuge dans les hôtels de Monaco. Il faut savoir aussi que le premier statut des Juifs promulgué en 1940 par le gouvernement de Vichy n'a pas d'équivalent dans la principauté. Il faut attendre le 1er juillet 1941 pour qu'une ordonnance organise le recensement de toute personne juive séjournant à Monaco. Mais la principauté est liée à la France par le traité de 1918 et c'est précisément cette alliance protectrice qui a été utilisée par le régime de Vichy. Écoutez l'archiviste de la principauté. C'est justement ce biais que le gouvernement de Vichy a utilisé pour exiger en 1942, en août 1942, l'arrestation de Juifs qui s'étaient réfugiés 24 ou 48 heures auparavant, fuyant les grandes rafles organisées dans les Alpes-Maritimes. Et ces Juifs ont été à ce moment-là livrés à la police de Beausoleil et ramenés à Nice. Alors il faut ajouter qu'il y a eu une autre rafle à Monaco en 1944, mais directement menée par les Allemands. 30 Juifs ont été déportés. Il faut aussi rappeler que sous l'occupation israélienne, au cours de l'année 1942, aucun Juif n'a été déporté de Monaco. Merci beaucoup, Maurice. Et on va terminer par cette histoire de chasse au trésor. Un trésor disparu mystérieusement depuis 1945. Un train nazi fuyant devant l'armée soviétique à la fin de la guerre a été retrouvé enseveli en Pologne. Un train chargé d'armes et d'or spolié. Myri Maman. Dans cette immense forêt polonaise, non loin de ce château, serait enseveli un train nazi avec à son bord un trésor. Des bijoux, des lingots d'or, des billets de banque ou encore des tableaux de valeur, des biens spoliés à des juifs hongrois. Le train aurait disparu à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'un de ces tunnels construits par le Troisième Reich. L'information sur l'emplacement du train a été transmise oralement par une personne qui avait participé à son camouflage et qui, sur son lit de mort, avait fait un croquis de cet endroit présumé. Depuis, les chercheurs d'or sont nombreux à scruter la région. Et il y a quelques jours, 2 d'entre eux ont affirmé avoir trouvé l'emplacement du fameux train. Les autorités polonaises y croient. Ceux qui ont trouvé l'emplacement du train ont utilisé un radar au sol et ils montrent effectivement un train. J'ai vu des plateformes, j'ai vu des canons. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un train blindé. Les autorités polonaises tentent à présent d'éviter une ruée vers l'or. Elles préviennent. Le train est sans doute miné. Nous pensons qu'il n'y a pas que des trésors dans ce train, mais également des matériaux dangereux datant du Troisième Reich. L'armée polonaise est désormais chargée de retrouver puis déterrer le train. Les 2 chercheurs qui ont découvert son emplacement empocheront, s'il est effectivement retrouvé, 10% de la valeur du trésor. Un trésor estimé à 180 millions d'euros. Il est bientôt 9h à Tel Aviv. On va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, nous parlerons de la musique qui se mêle à la politique. Vous allez le voir, ça donne un concert tout simplement annulé en Iran. En ligne de mire, le chef d'orchestre israélien Barenboim, boycotté par le régime des Mollahs. Explication après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. Restez avec nous. On
est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On démarre par un dossier qui risque d'aggraver les tensions entre l'Union européenne et Israël. Dans la région de la vallée du Jourdain et de Malé-Adoumim, contrôlée par Israël, l'UE installe depuis plusieurs mois des nouveaux baraquements en préfabriqués pour des Bédouins et des Palestiniens. Mathias Inbar, vous vous êtes rendu sur place. On va regarder le reportage et on en parle juste après. Le contraste est saisissant entre de vieilles tentes bédouines et ces habitations préfabriquées. Des baraquements construits et estampillés du sigle de l'Union européenne. Nous sommes ici en Cisjordanie, dans la région de Michour-Adoumim. Entre Jérusalem et Ramallah, dans la zone C, selon les accords d'Oslo, il s'agit des territoires sous contrôle administratif et sécuritaire israélien. Une présence de facto de l'Union européenne, jugée illégale selon l'association de droite israélienne Regavim. Bruxelles, selon cet avocat, agit sans l'accord de l'administration civile israélienne. Nous voyons aujourd'hui une ingérence extérieure de l'Union européenne qui décide de l'issue du conflit et agit en fonction de l'intérêt d'un seul côté et agit sous le prétexte d'une action humanitaire pour justifier leur aide auprès des habitants de la région. Voici ces nouvelles habitations qui portent le tampon de l'Union européenne censée sédentariser ce campement, avec une volonté claire de Bruxelles d'imposer de facto la présence aujourd'hui de ces Palestiniens et d'espérer ainsi leur présence définitive dans un futur accord entre les parties. En attendant, d'autres campements bédouins ont eux été détruits. Au terme d'un processus juridique long de plusieurs mois, 63 tentes, maisons et infrastructures ont été démolies par l'armée israélienne, un record depuis 3 ans, estiment les Nations Unies. Joint par i24 News, l'ambassadeur de l'Union européenne en Israël n'a pas souhaité commenter les faits, mais voilà ce qu'il déclarait il y a un mois sur le financement de ces habitations. L'agence humanitaire de l'UE est très active en zone C en faveur des habitants de cette région. L'agence nous rapporte chaque mois entre 5 et 7 projets humanitaires détruits. Nous sommes très préoccupés par ce problème. Après tout, il s'agit de l'argent des taxes payées par les contribuables européens. Un faux débat, rétorque l'avocat de Regavim, qui ne règle pas, selon lui, l'insalubrité des lieux, d'autant qu'il estime que les Bédouins ne résident quasiment pas dans ces nouvelles habitations. Il n'y a pas d'autre mot que culotté pour définir l'action de l'Union européenne, d'autant qu'au-delà du fait que ce n'est pas légal, ceci n'est pas humanitaire, c'est les laisser dans des conditions précaires, sans arrivée d'eau, sans tout à l'égout et sans école. La création d'une zone d'habitation pour ces Bédouins serait prévue dans la région de Jéricho. Mais pour cette activiste de l'ONG israélienne de gauche radicale B'Tselem, cela correspondrait à transférer ces populations, et ce contre leur gré. Le problème ne serait alors pas l'Union européenne, mais bien les autorités israéliennes. Le problème, c'est que l'administration civile israélienne, qui a l'autorité pour développer la zone C, ne prend pas en considération l'intérêt des Palestiniens. Son intervention, au contraire, est de développer les constructions des implantations au lieu de s'intéresser aux besoins des Palestiniens. C'est précisément ici que, selon l'administration civile israélienne, viendra poser dans quelques jours l'Union européenne ses maisons en préfabriqué. Mathias, alors d'abord un mot sur la légalité ou non de ces maisons en préfabriqué. On l'a entendu pour cet avocat israélien, elles sont illégales. Elles sont illégales pour lui et elles sont illégales, en tout cas c'est les constructions du côté israélien qui sont illégales pour B'Tselem. Donc on est dans un débat israélo-israélien. Pour comprendre, eh bien, on va montrer la carte de la Cisjordanie, en tout cas selon les accords d'Oslo, vous allez la voir. Clairement, il y a 3 zones. Zone A, sous contrôle palestinien, zone B, territoire sous contrôle israélien et palestinien, et zone C, c'est de la zone dont on parle, sous contrôle administratif et sécuritaire israélien. C'est-à-dire que pour Israël, surtout pour Regavim, eh bien, ces terres ne sont pas, même si elles sont situées au-delà de la ligne verte de 1967, elles appartiennent à Israël, et toute intervention extérieure dans cette zone-là doit avoir l'aval d'Israël, ce qui n'est pas le cas de ces maisons estampillées, construites par l'Union européenne. Il faut le comprendre, comment ça marche? Eh bien, tout se passe le Shabbat, le samedi, puisque l'administration civile israélienne ne fonctionne pas. Les camions de l'Union européenne viennent avec des petits membres d'Algeco. Ces parties d'Algeco sont montées sur place en une demi-heure, et voici la maison palestinienne. Voilà, avec ce résultat, ce sont ces préfabriqués. En revanche, vous l'avez dit, B'Tselem, l'association de gauche israélienne, accuse Israël de poursuivre au contraire ces constructions illégales en Cisjordanie. Oui, puisque les Bédouins n'ont rien demandé, n'auraient presque rien demandé. Israël aujourd'hui prévoit une construction d'une grande zone d'habitation
négociations du côté de Jéricho. Or, eh bien, là, on est en plein cœur du carrefour de tous les conflits, puisqu'il y a Ramallah au nord, Bethléem au sud, il y a Jérusalem et Maale Adumim de l'autre. Donc cette zone-là où sont les Palestiniens, Bethléem accuse Israël de vouloir les transférer du côté de Jéricho pour construire et pour rallier Maale Adumim à Jérusalem. Du côté des Palestiniens, l'autorité palestinienne, et du côté de Bethléem, on accuse Israël de vouloir stopper la construction naturelle entre Ramallah et Bethléem. On est donc tout simplement dans un cas d'école d'imbroglio diplomatique comme le connaît trop bien cette région. Cas d'imbroglio diplomatique entre Israéliens et Israéliens, entre Palestiniens et Israéliens, et en attendant, eh bien, pendant que les uns discutent, les autres agissent, en l'occurrence l'Union européenne. Et voilà le résultat sur le terrain. Merci beaucoup, Mathias. Cette histoire assez incroyable à présent, une histoire qui a bouleversé l'Argentine. Dans les années 70, une opposante à la dictature donne naissance à un petit garçon. Alors qu'elle est en prison, elle sera ensuite exécutée. Et 36 ans plus tard, cet homme a été retrouvé par sa grand-mère, petit-fils 114. C'est un reportage de Carlos Gurevich pour i24 News. Cher Guido, c'est la dernière lettre que je t'écris, car maintenant je peux te dire combien je t'aime, en te regardant dans les yeux. Je t'ai retrouvé, tu m'as retrouvé, nous nous sommes retrouvés, mon cher petit-fils. Celle qui écrit cette dernière lettre à son petit-fils, c'est Estela de Carlotto, présidente des Grands-Mères de la Place de Mai, une association célèbre en Argentine et dans le monde pour son combat, la recherche des enfants retirés illégalement à leurs mères enceintes, séquestrés et assassinés entre 1976 et 1983, pendant la dictature militaire argentine. Sa propre fille, Laura, a fait partie de ces victimes. Elle n'avait que 23 ans. Estela nous accueille dans son modeste bureau au centre de Buenos Aires. J'ai commencé ma quête il y a 37 ans. J'étais seule au départ. Je ne savais pas quoi faire avec mes craintes. Et j'ai mis ma vie presque entièrement de côté. Pourquoi ? J'ai malheureusement une fille enterrée au cimetière et un petit-fils qui a déjà 8 ans. Et je ne sais pas qui l'élève. Ils l'ont arraché à ma fille 5 heures après sa naissance, dans un camp de concentration, où elle a accouché avec les mains menottées et une capuche sur la tête. Devenue le symbole des grands-mères, Estela lance sa croisade pour trouver des soutiens au niveau local et international, comme ici, en 2008, à Paris, lors de l'inauguration du Jardin des mères et grands-mères de la Place de Mai. Je lutte pour la vérité et la justice pour Laura et ses 30 000 compagnons. Je lutte pour retrouver mon petit-fils. Je ne sais pas où il est. Je parcours le monde car je sais que le monde peut aider à les retrouver. Je ne veux pas mourir sans l'embrasser. J'ai reçu un appel de ma tante Claudia Carlotto, la fille de ma grand-mère. La sœur de ma mère est membre de la CONADI, Commission nationale pour le droit à l'identité, l'institution en charge de l'enquête. Elle m'a appelé et m'a dit que le test ADN s'était avéré positif, que cette information avait déjà fuité pendant la procédure et qu'elle était déjà dans la sphère publique. Elle m'a dit qu'elle devait me le dire, même si ça ne relevait pas de ses compétences. Mais elle devait me le dire avant que je ne le découvre par les médias, que j'étais le petit-fils d'Estela de Carlotto et qu'elle-même était ma tante. Et tout d'un coup, j'ai bondi. J'ai poussé des cris. J'ai dit « Mon Dieu, c'est vrai ?» Nous nous sommes embrassés, nous avons pleuré ensemble. C'était comme un baume au cœur. C'était comme si mon âme était revenue dans mon corps. Bonsoir à tous, je m'appelle Ignacio ou Guido parce qu'elle est très ferme là-dessus. Grand-mère et petit-fils font leur apparition ensemble pour la première fois. La conférence de presse a un retentissement local et international important. Pour les médias, l'apparition du petit-fils 114 est devenue l'événement de l'année. C'est une grande combattante. Un exemple de persévérance dans sa lutte, sans haine, avec l'énorme douleur de la perte d'un enfant. Cette douleur ne l'a pas arrêtée, au contraire, elle l'a renforcée. Elle et les autres grand-mères. Je crois que c'est aussi pour ça qu'elles ont obtenu une telle reconnaissance en tant que personne et en tant qu'institution, dans le sens qu'elles ont montré un exemple de comment on peut traverser la douleur.
Tout le monde ne peut pas le faire, mais elle a pu le faire. Quand la musique se mêle à la politique, à présent, Daniel Barenboim n'ira pas à Téhéran. Les autorités iraniennes refusent que le chef d'orchestre de l'Opéra de Berlin foule le sol iranien. Motif invoqué, sa nationalité israélienne. Dror, est-ce que c'est une déconvenue pour Barenboim? Oui, parce que quand on connaît un petit peu le personnage et on connaît ses positions pacifistes, alors certains même pourraient les qualifier d'anti-israéliennes, donc c'est les positions qu'il a prises, ce fameux chef d'orchestre, sur le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, c'est l'un des rares Israéliens à détenir également la nationalité palestinienne. L'autorité palestinienne lui a décerné une nationalité d'honneur. On va voir tout de suite quels sont les arguments des autorités iraniennes pour empêcher que Daniel Barenboim, chef d'orchestre de l'Opéra de Berlin, ne se produise à Téhéran. Nous n'avons aucun problème avec la venue de l'orchestre allemand, mais nous sommes opposés à la personne qui le dirige. Il a plusieurs nationalités et l'une d'entre elles est israélienne pour des raisons de sécurité, dit-on au ministère iranien de la Culture, et pour empêcher que surviennent certaines questions liées à l'entrée de certaines personnes en Iran. Prêtez attention à la formulation très sibylline. Ouais. Nous n'avons pas autorisé sa venue. Alors ça tranche un peu avec la volonté d'ouverture de l'Iran, et là c'est à la fois Barenboim et aussi les autorités allemandes quand même qui sont un petit peu prises dans une situation inconfortable, puisque encore une fois elles ont tout fait pour que ce concert ait lieu. Les autorités allemandes qui ont tout fait depuis plusieurs mois pour que ce concert de l'Opéra de Berlin ait bien lieu. Oui, avec des arguments là aussi qu'on connaît, le pacifisme, la culture et la musique qui permet le rapprochement entre les nations et entre les peuples. Et lorsque les Israéliens ont protesté, eh bien la réponse de l'Opéra de Berlin, qu'on va voir s'afficher à l'écran tout de suite, elle était très claire. Voilà. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, parraine ce concert et soutient l'engagement de Barenboim pour rendre la musique accessible au-delà de toute frontière nationale, religieuse ou ethnique. On connaît bien ce genre de cliché, mais cette réponse est intéressante parce qu'elle prouve une nouvelle fois, mais ce n'était pas caché, et bien que les autorités allemandes, le chef de la diplomatie allemande, Steinmeier, soutenait le concert de l'Opéra de Berlin à Téhéran. Voilà, ça fait partie peut-être de tout ce processus de dégel des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Occident. Voilà, c'est une affaire a priori culturelle, mais qui a des aspects politiques. Bien sûr, les Occidentaux véritablement se précipitent vers Téhéran avec la levée des sanctions. Des parts de marché, bien évidemment, dans l'économie iranienne vont se libérer, et c'est un peu la course à celui qui arrivera le premier. Et dès la signature de l'accord de Vienne, la chef de la diplomatie européenne, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, ce sera le cas en octobre de son homologue allemand Steinmeier, vont se rendre à Téhéran, véritablement ce précipice. Et si je peux me permettre cette comparaison, Barbara, les appels au boycott d'Israël ont de plus en plus d'effets. Pour l'instant c'est relatif, pour l'instant c'est minime, mais certains attribuent aux effets des appels au boycott un certain ralentissement de l'économie israélienne qui se fait sentir dans le domaine du tourisme et de l'exportation, donc deux domaines qui sont très sensibles justement aux appels au boycott, alors que l'Iran, qui reste une dictature, un État théocratique, un État qui soutient le terrorisme, eh bien l'Iran sort de son isolement international. Son refus d'accueillir Daniel Barenboim prouve quelle est la véritable nature du régime, bien évidemment. Mais cela n'a que peu de poids, semble-t-il, par rapport aux intérêts économiques des États occidentaux. Merci beaucoup, Dror. Et on poursuit avec une nouvelle qui va faire plaisir à tous ceux qui n'ont jamais de batterie dans leur téléphone portable. Ça nous concerne tous. En collaboration avec Apple, la société Intelligent Energy nous propose une solution tout simplement révolutionnaire. Regardez, c'est un sujet signé Sola Lazerwal. Sans recharge, une semaine de batterie pour votre iPhone. C'est le pari de la société britannique Intelligent Energy qui propose de revenir à la pile à combustible. Carburée à l'hydrogène, c'est la prochaine révolution de l'iPhone. Pour simplifier, une pile à hydrogène convertit l'hydrogène en électricité. L'hydrogène est l'un des éléments les plus simples de l'univers, puisqu'il est composé d'un proton et d'un électron. Sur la Terre, il se présente sous la forme de H2, soit deux atomes d'hydrogène formant une molécule. La pile à combustible utilise deux sources, l'hydrogène et l'oxygène, qui forment une réaction électrochimique dont le seul produit dérivé est la vapeur d'eau. Cette pile transforme l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité.
Ce procédé scientifique semble complexe, mais il ne l'est pas. Il s'agit en fait d'un processus de combustion qui permet d'alimenter une batterie de téléphone. Nous avons réussi à créer une pile à combustible si fine qu'elle s'intègre dans le châssis sans altération et en conservant la batterie rechargeable. À notre connaissance, personne n'avait jamais réussi cela. En pointe de la technologie, Intelligent Energy veut proposer cette innovation au prix d'un café et il travaille étroitement avec Apple. Leur objectif est ambitieux, toucher un marché de plus de 400 milliards de dollars par an. À suivre cette question, nos enfants sont-ils trop gâtés? De Souris Cruz à la princesse Charlotte, les bébés stars ont fait monter les enchères. Mais trop gâtés, nos enfants peut créer de véritables petits tyrans. Explication après un nouveau journal avec Eleanor Veil. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va parler cinéma à présent avec vous Laetitia. On l'a appris ce matin, le réalisateur Wes Craven est décédé des suites d'une tumeur au cerveau. Il avait 76 ans. Tout à fait, celui qui a traumatisé tout de même le sommeil d'une génération d'enfants à partir des années 80, notamment avec ce personnage, Freddy Krueger. Il nous a quittés. Le film Freddy, Les Griffes de la Nuit, qui est sorti en 1984, est considéré, Barbara, comme bien l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma d'épouvante. Rappelez-vous en image. Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Si tu continues à t'endormir, ils vont te virer d'ici. Désolé. J'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Je sais plus ce qui est réel ou ce qui l'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, à qui ça arrive? Chaque fois que je rêve, il y a toujours cet homme. C'est sa marque, c'est ça. Freddy. Oh mon Dieu, toi aussi tu l'as vu. Qui êtes-vous? Tu te souviens de moi? Il y a toi, il y a moi, il y a Dean, Jess, Chris. Il est à l'intérieur de nos têtes. Il faut qu'on arrête ça. Comment? Ne t'endors pas. Ah mais traumatisant Freddy, absolument traumatisant. Vous étiez en train de nous raconter d'ailleurs hors antenne une histoire de votre armoire qui s'est ouverte cette nuit. Désolée de vous... Les films d'horreur, ça fait peur. Voilà, donc pour Freddy, Wes Craven a réalisé 8 versions de Freddy. Puis au fil du temps, en fait, la série est devenue de moins en moins tranchante, si je puis dire. Oui. Mais en 96, voilà, le réalisateur fait un comeback fulgurant avec Scream, qui est devenu un film tout aussi traumatisant, oui, qui est un renouveau dans le genre, qui fait vraiment sa place dans la pop culture, en mélangeant horreur et humour. C'est une saga de 4 volets qui rapportera tout de même 600 millions de dollars au box-office. Vous vous souvenez bien évidemment de cette scène culte avec le téléphone et Drew Barrymore de l'autre côté. Regardez. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Bah justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Ah. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante Allô? Bonsoir, Sydney. L'entraîne très loin. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Chut, c'est moi.
Ou que vous alliez ne jamais dire « je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière, qui en veut une? Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas lui qui a fixé les règles. Les flics devraient regarder le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Mais ils tuent en les respectant. Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher. Tout le monde est suspect. C'est vrai que c'est un genre avec des règles très bien définies, le film d'horreur. Hein. Et là, justement, les règles étaient rompues. Ouais, c'est ça. On s'en moquait un petit peu. On s'en moquait, c'était aussi une mise en abîme. C'était la première fois qu'on faisait une mise en abîme, vous le disiez, la satire du film d'horreur dans un film d'horreur. Et c'est ça qui a fait finalement remonter le suspense, puisque ce tueur pouvait être n'importe qui et faisait face à des gens qui connaissaient exactement les règles du film d'horreur et qui regardaient elles-mêmes des films d'horreur. Donc il y avait cette mise en abîme. Voilà. Qui était absolument effrayante. Et puis pour Scream, on a vu Courtney Cox, oui, mais Monica de Friends, voilà. Pour qui c'était une brillante carrière. Voilà, tout à fait. C'était son premier et son dernier grand rôle de cinéma. D'ailleurs, Courtney Cox a réagi très rapidement sur Twitter après l'annonce de la mort de Wes Craven. Elle a dit aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, mon ami et mentor Wes Craven. Mon cœur va vers sa famille. Et puis Sarah Michelle Gellar aussi a réagi Buffy contre les vampires. Sur Twitter très rapidement. Wes Craven, il faut le rappeler, on parlait de Courtney Cox, mais c'est un découvreur de talent en sélectionnant par exemple pour Freddy les acteurs comme un certain Johnny Depp. Et ben oui, il a notamment, qui était totalement inconnu, Johnny Depp à cette époque. Il avait également donné un de leurs premiers rôles à Sharon Stone et à Bruce Willis dans un épisode télévisé de Twilight Zone, puisqu'il était aussi le réalisateur derrière la série télévisée Twilight Zone. Donc voilà, c'est un grand nom du cinéma que l'on perd, pas seulement du cinéma d'épouvante, mais du cinéma en règle générale. Qui a disparu, Wes Craven. Merci beaucoup, Laetitia. C'était l'attraction de l'été en Israël, mais également à Ramallah. Rire en paix, c'est le nom du spectacle de deux Américains, un musulman et un juif, ex-rabbin, Daniel Campos avec Pazit Dank et David Gamba. You've been watching us for quite a while. You've probably noticed we are really kind of an odd pairing. Leur amitié a commencé en 1500 avant Jésus-Christ. Bob m'a kidnappé quand j'étais enfant, alors que je n'étais qu'un bébé. Dans un panier. Flottant le long de la rivière. J'ai cru que c'était Moïse. C'était notre 13e année ensemble, l'année de notre bar mitzvah. Bob Alper, 70 ans, né dans le Vermont, et Ahmed Ahmed, 45 ans, né en Égypte, ne sont pas un duo d'humoristes ordinaires. Lui est un rabbin juif réformé, l'autre un musulman laïque. Cela ne les empêche pas d'amuser le public américain depuis près d'une décennie. Nous avons commencé à jouer ensemble car mon publiciste m'a dit que je devais me produire avec un autre comédien, que pour me faire connaître, je devrais peut-être faire un spectacle avec un comédien arabe. Je n'étais pas intéressé, sans rapport avec le côté juif, arabe de la chose. Je ne voulais pas travailler avec un autre comédien car les comédiens sont névrosés. Pour Ahmed, la proposition est arrivée à point nommé. J'avais un paquet de dates prévues dans des clubs de comédie avant le 11 septembre. Après, toutes mes prestations ont été annulées. Les propriétaires des clubs disaient que c'était peut-être dangereux et que personne ne viendrait voir un comédien arabe. Non, ça n'a rien de drôle, hein. Mon calendrier s'est retrouvé complètement vide. Ce duo d'un genre particulier a donc fait fructifier ces différences. C'est gratifiant à tellement de niveaux, au niveau spirituel, culturel, religieux et aussi financier. Le premier soir, on a fait un spectacle devant un public juif assez âgé. 75 à 80 juifs dans la salle. La plupart âgés de plus de 40 ans. Je suis monté sur scène, j'ai dit bonjour, je m'appelle Ahmed Ahmed, j'ai grandi en tant que musulman. Et puis j'ai dit bouh. Au début, les gens ont ri un peu. Aux États-Unis, ces deux comiques ont une fonction presque exutoire. Pour Ahmed, il s'agit de mettre en avant la liberté d'expression. Mais pour moi, la comédie doit être inconfortable. C'est la liberté d'expression. Les stand-up d'humoristes sont un peu une nouvelle plateforme pour l'humour au Moyen-Orient et dans le monde arabe.
Pour Alper, c'est autre chose. Un juif qui joue devant des musulmans, ça aide à briser la glace. Je me suis produit à un festival musulman à Toronto. Je suis monté sur scène et je me suis retrouvé seul face à 2000 musulmans, moi seul, avec mon micro sur pied. J'ai regardé le public et j'ai dit « Je me sens si étranger ici, si seul. Vous tous Canadiens et moi qui suis Américain. » Ahmed est né en Égypte et a grandi en Californie. Il a fait une apparition dans Rien que pour vos cheveux avec Adam Sandler et dans la série TV de TBS Sullivan & Son, produite par Vince Vaughn. Et c'est avec humour qu'il passe l'épreuve des aéroports. Every time I go to the airport, they always throw me in the brown room. If you don't know what the brown room is, it's the room where they detain Arabs and Muslims. There was a white guy with a tan in the brown room one time. No joke. I walked by, I'm like, are you even supposed to be in here, man? He's like, oh, I was in the sun for too long and got a bit of a cold. When I came through security, I coughed. They thought I was an Arab and they threw me in this room. Alper s'est lancé dans la comédie en 1986 après avoir travaillé 14 ans comme rabbin. Il a également un doctorat du séminaire théologique de Princeton. Ses blagues de prédilection tournent autour de la religion. In fact, years ago there was a show on American TV called Kids Say the Darndest Things. And the host, Art Linkletter, would talk to children. And one time he saw a little boy looking really sad. He said, "What's the matter?" He said, "Well, my dog died." And Linkletter said, "Well, now your dog's in heaven." And the kid says, "What does God want with a dead dog?" À la fin de chacune des représentations de leur tournée intitulée Rire en paix, Ahmed et Alper terminent sur une note optimiste, affirmant que la paix est possible. Juifs et Arabes, Arabes et Juifs. Nous sommes convaincus que chacun d'entre nous peut penser ces mots s'il apprenait simplement à danser la gigue. Allez, cette question, pour finir, nos enfants sont-ils trop gâtés? Un papa américain a voulu s'assurer qu'il ne gâtait pas trop son fils et lui a fait un test, observer sa réaction lorsqu'il découvre son cadeau d'anniversaire, Betsabé, un avocat, le fruit ou le légume, enfin je sais plus ce que c'est. Exactement, voilà. Ce qui se mange en tout cas, et la réaction a choqué, la vidéo est devenue virale et pour cause, eh bien le petit garçon en fait s'exclame, un avocat, merci, regardez. Thanks. The avocado. Voilà, alors il se satisfait donc de peu et les réactions sont effectivement de cet ordre-là. Il est trop mignon. On précise que le papa aurait passé quand même la matinée à expliquer à son fils que quand on reçoit un cadeau, même si on est un petit peu déçu, on dit merci et on prend l'air d'être ravi. Apparemment, le petit garçon a compris la leçon et il n'est pas un enfant gâté outre mesure. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un enfant gâté? Alors même si ce qualificatif se réfère à un comportement, un enfant gâté, c'est avant tout un enfant bien sûr couvert de cadeaux. Alors, pour ne blesser personne, on va prendre des exemples extrêmes, comme Suri Cruz, par exemple, qui reçoit 100 000 € de cadeaux pour Noël, par exemple, ça avait été relevé par la presse française, ou encore comme ces fillettes, regardez, peut-être les enfants les plus gâtés se demandent le Mirror, Princess Bliss et Precious Belle, ce sont ces noms, elles sont âgées respectivement, comme ça. Exactement, c'est fou, ça se voit âgées sur le de visage, 5 ans et 3 ans. Elles ont eu droit à une fête d'anniversaire qui a coûté la modique somme de 2 700 € entre tapis rouge, poney, DJ, etc. La mère souligne néanmoins, ces enfants ne sont pas trop gâtés, elles sont chéries. Elles sont choyées. Est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de détester un enfant? Juste dans ce cas-là. Alors, vous l'avez dit, c'est un comportement, être un enfant gâté, comment on les reconnaît? Alors, si vous couvrez votre enfant de cadeaux, si vous exaucez le moindre de ses désirs, si vous écoutez tous ses caprices, eh bien, ces pulsions qui sont des pulsions saines, naturelles d'un être qui est centré sur lui-même, jusque-là c'est normal, eh bien, ces pulsions, elles vont persister et le parasiter dans son développement. Concrètement, ça veut dire quoi? Il va devenir un individu égoïste, centré sur lui-même, le type même de l'enfant tyrannique auquel les parents n'ont jamais imposé de limites. Il pourrait même devenir quelqu'un qui contourne les lois avec des pieds ou manipule les autres. Et en entendant, non seulement il n'est jamais satisfait de ce qu'il a, mais en plus il peut réagir de façon quelque peu brutale à un refus soudain. Exemple en image.
Voilà, alors c'était accessoirement une pub pour les préservatifs, pour être sûr de prendre un petit garçon qui était un acteur. Alors, un petit tip, un petit conseil avant de se quitter. Que répondre à un enfant quand il réclame quelque chose pour ne pas arriver à ça? Eh bien, la réponse est ne cédez jamais quand votre enfant vous réclame quelque chose. Parce que si vous cédez, eh bien, il saura comment vous avoir la prochaine fois et vous serez cuit. Accessoirement, ça marche pour les employés aussi. La prochaine fois qu'il verra quelque chose dont il aura envie, eh bien, il saura qu'il lui suffit d'insister un petit peu et il vous suppliera jusqu'à ce que vous cédiez une fois de plus, tandis que si vous ignorez votre enfant dès le début, il saura que ça ne sert à rien de commencer à réclamer. Cela vous épargnera un conflit inutile et accessoirement pas mal de bruit, on vient de le voir. On apprend à dire non à ses enfants. Exactement. Voilà pour les conseils de Betsabe. Merci beaucoup, merci Laetitia. On se retrouve demain, les filles, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu. Passez une très belle journée et portez-vous bien.